pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 68. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, jeux vidéo, et en fait on va faire un petit peu la panacée de tout, c'est un épisode un peu spécial, puisque une partie de cet épisode a été enregistrée depuis le Japon, avec notre invité annuel, on va le dire, c'est un peu notre... C'est notre marronnier, c'est Nicolas Verlet, dit Pouillot, donc rédacteur en chef adjoint de Gamecult, avec qui j'étais au TGS, et j'ai enregistré ses impressions, on a eu une petite discussion sur le TGS. Mais avant ça, on va discuter, on va chit-chatter, comme on dit chez toi, n'est-ce pas, Benjamin François ? Oui, comme on va chit-chatter, oui, je sais pas, on dit pas beaucoup ça chez moi en fait, mais... Ah ouais, c'est vrai. Mais et toi, tu es West Coast. Mais moi, je suis West Coast, voilà. Et toi, tu es donc fraîchement rentré du Tokyo Game Show, tu sors de l'avion, il y a quoi, il y a 2 heures, là? Même pas. Même pas, ouais. J'ai jamais été aussi rapide, mais en vrai, je suis arrivé à 4h et quelques, donc c'est très agréable de rouler dans Paris quand il y a personne. Ah oui, Paris à 5h du mat, c'est relativement sympathique, oui. C'est tranquille. Mais je pense que même à 5h du mat, LA, ça doit être pas mal. Bah écoute, moi je vais au travail à 6h du mat, et je te confirme que rouler à travers Hollywood quand il y a 0 trafic, c'est plutôt agréable. Le retour est moins agréable, par contre. Ouais, du coup, oui, tu sors plus tôt, et donc tu te prends le reflux de 4h, quoi. Alors oui, il y a quand même moins de monde à 4h qu'à 6, et c'est pas pour rien que justement je fais le 7h, 16h, mais oui, c'est quand même plus sympa le matin, même si se lever tôt c'est dur. Mais c'est pour ça qu'on enregistre à des horaires bizarres maintenant, parce que voilà, j'ai beaucoup moins de flexibilité au niveau horaire. Donc, fraîchement rentré du Japon, on va tout de suite basculer sur les news. Et alors, j'ai vu, je crois que c'était depuis le Japon, ou depuis la Corée en fait, je ne sais plus, vous avez fait un podcast quand j'étais pas là. Bah un oui, podcast RPU. Avec papa, on s'est dit que comme t'étais pas là, on allait enfin pouvoir faire de la qualité, et donc on s'est dit qu'on allait lancer le Growlcast, notre nouvelle série de podcasts. On avait déjà fait un épisode hors série d'After Eight qu'on avait appelé le Growlcast, et puis ça nous avait un petit peu donné des idées, donné des envies, et puis on a vu le succès du Patreon, on s'est dit quand même faut qu'on fasse quelque chose, et alors que c'était pas du tout une promesse, pas du tout un palier ou rien du tout, hein, mais on s'est dit allez, ce sera un cadeau pour tout le monde. On va faire le Growlcast, et jusqu'ici les retours sont plutôt bons. Évidemment, mis à part les gens qui de base n'aiment pas Dave Grohl, genre oui il est pas si bon que ça, oui les Foo Fighters c'est pas terrible, enfin bref, ces gens-là on les ignore, nous on fait notre truc, et puis si ça plaît aux gens qui veulent bien laisser sa chance à Dave Grohl, et ben tant mieux. Et oui, faut laisser parler aussi cette minorité de gens qui disent ouais mais pourquoi vous faites pas le Mozartcast finalement. Mais alors c'est peut-être ça dont ils ont envie d'entendre, je ne sais pas du tout. Je vous ai laissé les clés de la maison et je vous ai dit écoutez faites votre truc, et vous m'aviez dit ouais c'est un podcast sur Aznavour, tu vas voir, et je reviens c'est Dave Grohl. Et bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je croyais que c'était le Aznacast. Ah bah tu t'es bien fait avoir, hein, je suis désolé, hein, on t'a bien eu. Donc où est-ce qu'on peut le retrouver ce podcast? Alors ce podcast on peut le retrouver donc sur growlcast.fr, growlcast.fr. On peut nous suivre sur Twitter, Growlcast @growlcastfr, et puis sur iTunes, puisque on a été validé par iTunes, puisque Apple ils se sont dit bah oui Dave Grohl évidemment on approuve. Ou alors simplement ils se sont dit ah non mais ça c'est les zigotos qui font des podcasts, on les laisse faire. Je pense que c'est pour ça que Parlement Luc est passé aussi sagement. Mais non, c'est des fans de Luc Besson, c'est tout. Ils aiment le bon cinéma. Il y a quand même quelques petites précisions pour aguicher les gens. Le logo a été pour une fois fait par quelqu'un d'autre que notre mentor Fabien. Il a été fait par MVCLD. Non, MVCDLM, tu y arriveras jamais. MVCDLM, oh putain, j'y arriverai jamais quoi. Guillaume. aka Guillaume. Voilà, je préfère dire Guillaume. Qu'on salue, merci Guigui. Qui est le directeur artistique du livre Super Ciné Battle, et ça se voit quand tu vois le logo, il a tout compris. J'ai l'impression qu'en fait il a des petits capteurs, comme Fabien, il a des petits capteurs dans notre cerveau et il sait exactement ce qu'on voudrait. Je suis admiratif de ces gens-là, oui, qui alors arrivent complètement... plus, on lui a dit vas-y, carte blanche, fais ce que tu veux, tant que ça reflète l'idée d'un podcast sur Dave Grohl. Et bah il a fait un truc parfait, donc c'était formidable.
Et il y a un générique original. Est-ce que tu peux nous parler du générique original? Eh ben tout à fait. Le générique est une composition originale d'un petit groupe jeunes qui débutent. Voilà, c'est un groupe. Il s'appelle ce groupe? C'est un groupe qui s'appelle Canada's Bike from Akira. Un groupe composé donc de Papa à la batterie et de Max qui, je crois, fait la guitare et la basse. C'est dingo quand même d'avoir son propre... Ah non, c'est pas dingo, c'est Papa. C'était con. Donc voilà, vous pouvez retrouver Grandcast, un nouveau podcast du RPU. C'est palier surprise, comme on dit. On n'a pas de palier. On était là, c'était vraiment indépendant. Vous pouvez, bien entendu, aider le RPU sur patreon.com/RPU. Pour nous aider. J'ai un podcast en production. Normalement, cette semaine, on enregistre un épisode. Ah là là, c'est la rentrée, quoi. Octobre, c'est la vraie rentrée. Et... est-ce que tu veux enchaîner avec ton actu ou est-ce que peut-être j'enchaîne avec la mienne Bah écoute, on a une actu en commun, donc ouais. Tu peux commencer par le voyage déjà et puis on verra pour l'actu commune. Alors d'abord je reviens donc du Japon, mais juste avant j'ai été en Corée quelques jours et c'est toujours très rafraîchissant en fait quand tu fais un itinéraire annuel comme le Tokyo Game Show de faire un truc un petit peu rigolo avant. Et d'habitude je vais dans la campagne japonaise. Et là, en l'occurrence, je suis allé en Corée, à Séoul, rien à voir avec la campagne, mais ça faisait 10 ans que j'ai pas mis les pieds à Séoul, et je peux voir exactement ce qui s'est passé en termes de gentrification de Séoul. Tu vois clairement les grandes lignes tu vois l'avènement de la génération Starbucks. Tu vois, enfin, tu sens exactement que ce pays est en pleine transformation. Tu vois aussi l'influence du Japon et de la Chine, puisque maintenant il y a des combini à tous les coins de rue, et ça c'est vraiment, je pense, la plus grosse influence du Japon sur le monde entier presque. Mais enfin, même si les combini sont une invention américaine, vraiment leur systématisation est japonaise. Moi j'avais déjà observé ça en Thaïlande, effectivement, il y avait des 7-Eleven à tous les coins de rue. C'était d'ailleurs les seuls endroits où on pouvait respirer tellement il faisait chaud dehors, puis dans les 7-Eleven il faisait trop froid, voilà. Et là, en retournant à Tokyo, je retourne dans cette dimension du combini, à savoir un combini à tous les coins de rue, parfois la même boîte qui possède deux combini qui s'opposent. Je me demande toujours quel est le lien logique, pourquoi. Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin de consommer deux fois la même chose au même endroit? C'est un truc qui me dépasse, les combini. Et en plus de représenter quelque chose qui est à la fois pratique mais aussi un peu débectable en termes humains, si ça fonctionne les combini au Japon, c'est parce que la main d'œuvre est extrêmement pas chère. Et sinon c'était un Tokyo Game Show, et donc ça va être le sujet de la conversation avec Puyo. Et ce qui m'est arrivé au Japon, c'est que en général je me fais toujours une toile, et là il y avait Zapredata qui était sorti, ouais. Et j'ai dit à mon camarade et ami commun, j'ai dit écoute, faut qu'on aille voir Zapredata. Et ça n'a pas manqué. C'était donc un film de Shane Black. Ah, tu l'as vu du coup en doublé japonais ou en VO? Non, en anglais sous-titré japonais. D'accord. Je peux te dire que beaucoup des vannes ne passent pas aux sous-titres. Ah oui, j'imagine. Écoute, je l'ai vu aussi, donc voilà, ça tombe bien, on va pouvoir... Ça va être un peu notre mini-actu commun. On va faire, voilà. Écoute, c'était nul. Voilà, je pense que... Alors, c'est très bizarre, je suis passé par différents caps, parce qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai fait « Hein ? Il y a plein de choses que tu comprends pas. » D'ailleurs, The Ringer a écrit un super article sur les 40 trucs qu'on n'a pas compris dans le film. Et c'est un très bon article, je confirme, et j'ai vraiment eu envie de l'aimer, ce film. Hein. Et il y a des trucs où je me suis dit « Ah putain, tellement de potentiel foutu en l'air. » Et il y a des tas de bonnes idées, mais à peu près tout est désamorcé, il y a rien qui fonctionne. Et j'en suis à me demander si peut-être qu'un director's cut pourrait sauver l'affaire. On sait qu'il y a eu plein de reshoots, on sait qu'il y a eu énormément de trucs qui ont été coupés au montage, notamment quelques jours avant la sortie du film. Il y a eu toute la scène d'introduction du personnage d'Olivia Munn qui a dégagé parce que elle mettait en scène un acteur donc qui a été condamné pour reconnu coupable d'abus sexuels pédophilie. Voilà, envers des mineurs il y a plusieurs années. Et Olivia Munn a protesté, et du coup parce qu'elle le savait pas, ça a été fait à voilà. Insu. Surtout qu'apparemment la scène en question, le mec joue un peu le pervers qui la catcall à moitié, enfin je sais pas exactement parce que il fait une drague de rue, quoi. Voilà, bien lourdement. C'était qu'une petite séquence, mais c'était vraiment tellement genre Shane Black, il aurait pu faire appel à quelqu'un d'autre, mais il fait appel à lui pour ça.
c'est parce c'est qu'il malvenu. explique que c'était un ami à lui, qu'il a voulu lui laisser une deuxième chance et qu'en fait, il n'avait pas connaissance de la gravité des faits, en fait. Que lui, il pensait que c'était juste... Enfin, je pense que... Enfin, j'en sais rien, en fait. Voilà, c'est difficile à dire à quel point Shane Black était au courant. Mais déjà est-il que le film est cabossé et en plus il se tape ça, quoi. Bah voilà. Toujours est-il que du coup, l'introduction du personnage d'Olivia Munn, elle est mais super chelou, avec ses plans sur les clébards, avec Olivia Munn qui se retourne, qui a même pas un mot en fait. C'est genre avec les Men in Black qui font ouais venez avec nous. Et elle place même pas une phrase. Enfin bref, c'est très 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 bizarre. Et puis tout d'un coup elle se retrouve pourchassée, alors que tu comprends pas pourquoi, pourchassée par les gens qui l'ont invitée. Mais c'est ça. Il y a genre elle en sait trop, mais c'est toi qui l'as emmenée. C'est ça, ça devient le témoin gênant alors qu'elle était venue pour apporter son expertise. Que oui, elle a tout vu, mais elle a tout vu parce qu'ils l'ont laissé voir. Parce qu'ils lui ont dit expertise-nous ça, mais maintenant on va vous tuer. Quoi? Ouais, ça n'a aucun putain de sens. Et même ses motivations à elle n'ont aucun sens. Hein. Enfin, je veux dire, pourquoi après elle continue? Pourquoi elle accompagne le groupe de soldats alors qu'elle a mais strictement... sa soudaine expertise des armes. Ouais, sa soudaine expertise des armes, mais elle a surtout aucun intérêt à faire ce qu'elle fait dans tout le film, quoi. Ouais. Elle, à partir du moment où elle a analysé le Predator, bon bah tu sers plus à rien, meuf. C'est pas la peine de prendre des risques comme ça et de risquer ta vie. Enfin, c'est quoi ton lien, ton attachement pour ces gars-là qui t'ont kidnappé quand même? Enfin, alors bref. il y a un truc, c'est jusqu'au dernier moment, ça faisait quand même 2 jours où on l'avait vu. Mais on en parlait en se disant, mais tu te souviens de ça? Mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi le chien, il devient gentil? Parce qu'il y a des chiens prédators, et les chiens prédators, il y en a un qui devient gentil. Et... Alors, c'est expliqué pourquoi il devient gentil, oui, mais ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas debout, c'est à base de, on a tiré une balle et voilà, ça va mieux. Ah bon, je voulais pas le dire, mais bon, voilà. Non, mais on vous spoil rien, c'est vraiment, c'est un film qui n'a ni queue ni tête. Et à un moment, le héros, enfin, le protagoniste principal, dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. Il a pour moi c'est Sam Worthington, hein. C'est le Ouais, même, c'est Jay Courtney, hein. C'est le même. Hein. Il prend une bille, tu sais, il a une tête de capitaine football américain, quoi. Il prend une bille qui le rend invisible. C'est la bille d'invisibilité des Predators. Et ce qu'il fait pour la protéger, pour pas qu'on lui chope, bah il l'avale avec un verre de whisky. Et ensuite il la chiera. Et tu le vois d'ailleurs une scène où il se casse, il va pour la chier. Et là, j'étais en train de me dire, mais pourquoi tu sais, tout de coup, on est en train de manger notre ramen, enfin, notre tsukemen, et là, il me fait, mais comment ça se fait que la bille n'a pas rendu invisible de l'intérieur? Comment ça se fait? Et comment elle sort, la bille? Est-ce qu'elle sort dans le caca, et le caca, il devient invisible? Il y a plein de problèmes. Non, mais la bille, il faut l'activer, tu peux la tenir sans être invisible. Ah ouais, c'est sûr. Bah ouais, je pense. Enfin, doit y avoir un petit mécanisme où t'actives la bille. Il faut être précis quand même. Bah, ce serait idiot d'avoir une bille qui te rend invisible juste parce que tu la tiens. Non, doit y avoir un mécanisme. Sans parler du fait que t'avales cette bille, elle est gigantesque. T'as pas de problème de bide, y a pas de conséquences, quoi. Ah bah, il a dû avoir un peu de mal à la chier, ouais. Ça, je te cache pas. Non mais et là on vous parle que d'un détail, mais ce film est une succession de détails. Donc si vous le voyez, lisez après l'article de Ringer qui est pas mal, qui résume bien tous les problèmes structurels en fait qu'a ce film, car c'est vraiment des problèmes structurels. C'est un film, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus nul pour pouvoir en rire, mais c'est vraiment pas bien en fait. Ouais, en fait, on se fait globalement chier. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment 2-3 passages où on se dit putain là il y aurait quelque chose, mais c'est mal exploité. Est-ce que tu as un moment de rire quand comment il s'appelle, Keegan Michael Key. Keegan, ouais, quand Keegan, il y a un moment sur, il y a un moment, un zoom sur lui, et à un moment, toute la salle, nous, on a rigolé, en tout cas, parce que les Japonais sont pas très réactifs aux vannes et surtout au ridicule des situations, en fait. Ils ont pas une réputation d'être un public chaleureux pour les nanars, mais aussi pour les concerts, genre les concerts de rock, et en même temps, les fausses sont numérotées, il faut le savoir au Japon. Donc, en parlant de concerts, tu sais ce que j'ai vu à Tokyo? Oui, je sais qui t'a vu, mais moi j'attends toujours que tu me parles de ce qui se passe avec qui, hein. Parce que t'as complètement zappé là. Je peux pas spoiler. Tout d'un coup, je me suis ravisé. Je peux pas spoiler, mais en même temps, il y a un truc dans ce film, c'est que tout d'un coup, je croyais qu'on allait échapper au côté tout le monde va mourir un par un, comme dans tous les films de Predator. Ah bah non. Et jusqu'au dernier moment, dans les 5 dernières minutes, et dans les 5 dernières minutes, comme un château de cartes, quoi. C'est vraiment nul. Et c'est dommage parce que c'est peut-être un des films Predator les plus violents de tous. Il y a vraiment des passages où ils s'en fait plaisir sur la barbaque.
Mais voilà, l'écriture est en dessous de tout. Et pour du Shane Black, enfin, c'est vraiment catastrophique, l'écriture. Les dialogues. Il a essayé de mettre un enfant malin, mais l'enfant. Mais l'enfant malin avec Asperger, voilà quoi. Il y a l'enfant qui détruit une maison et il y a rien, personne n'adresse ce problème. Mais c'est pas juste la maison, c'est qu'il bute un mec quoi. Et oui, potentiellement tous les gens qui sont dans la maison, on sait pas combien il y en avait. Mais oui, tout le monde s'en fout, ouais. Et voilà, les dialogues, t'en as bien un ou deux où tu dis ah ouais, je vois à peu près. Là, il y a à peu près la patte Shane Black, mais c'est nul. Et le montage est catastrophique. La réalisation, franchement, elle vaut pas grand chose. Non, c'est vraiment un ratage. Et il y a vraiment eu des scènes où j'avais l'impression de regarder Alien vs Predator Requiem. Alors c'est dire si ça volait pas haut. Alors que AVP Requiem, j'ai rigolé du début à la fin, tandis que là non. Moi je les confonds un petit peu, je me repère par rapport à certains trucs. L'enfant qui meurt au début, c'est dans AVP ? C'est dans Requiem. C'est dans Requiem. Ah, Requiem est rigolo. Parce que dans AVP, t'as toute l'équipe d'Obrakas qui vont dans une pyramide et qui sont ensuite poursuivis par des aliens et des prédateurs. Alors que dans AVP Requiem, c'est dans la ville. C'est un slasher, en fait, avec des aliens et des prédateurs. Et c'est pour ça que c'est hilarant. C'est quand même le projet pré-rachat à Disney et tu sens que ça va plus du tout, là. Ils ont avancé les cartes trop vite, quoi. Non, puis en plus, cette fin qui veut à tout prix installer une suite, mais laisse tomber, mec. Non, ça n'arrivera pas. Ah là là, la fin est ridicule. Et tu sens que ça a été tourné, mais tu sens qu'ils ont fait ça a été fait sur fond vert. Enfin, c'est nul. Ah là là, c'est nul. Ce film est enrageant de nullité. Voilà, grosse déception en fait. C'est même pas drôle, c'est vraiment chiant et ça n'a pas grand intérêt. Et juste pour finir ce point actu, juste le jour avant le TGS, donc mercredi soir. Voilà. Tout d'un coup, on me dit, il y a Hayam à Tokyo. Il y a Shibuya. Et alors, c'est très pratique les concerts de Shibuya parce que en général, c'est des toutes petites salles. Et t'achètes ton billet à l'entrée, il y a pas de réservation. Les gens, ils ont cru, oh là là, il y a pas de réservation, je suis pas arrivé à réserver. Puis surtout un groupe de rap français, enfin, devait y avoir que des Français dans la salle, je sais pas. Mais... Il y avait que des Français dans la salle ou des Français avec leurs copines ou alors des couples mixtes. Ouais, voilà. Et ouais. du coup, genre le mec ou la nana qui dit, je vais te faire écouter Hayam, tu vas voir. Et moi, je pensais que Hayam, ils étaient tout yeux, que ça serait un peu tranquillou, mais en fait pas du tout. Ils mouillent vraiment le maillot. Ils ont une vraie présence scénique. Après, c'est une toute petite salle. J'étais si près de la salle, j'ai jamais été aussi près d'un artiste à part le roi Enoch, quoi. J'adore dire cette phrase. Très belle référence. Et ils étaient vraiment genre, j'ai fait un brofist à Shuriken, quoi. Et alors, c'était 2 heures de concert et on nous a pas fait perdre de temps. Ils ont fait les tubes et tous les tubes, quoi. Ils y sont passés. Et tout y était. Et franchement, c'était très satisfaisant de voir ça à Shibuya et puis de sortir et de se dire, bon, on va se trouver une izakaya ouverte à 22h puisque les concerts, évidemment, ça commence à 19h40 tapante, ça finit à 21h40. C'est genre, montre en main, quoi. C'est un peu la méthodologie à la japonaise. Et vous avez dansé le Mia à Shibuya. On a dansé le Mia à Shibuya. C'était les 50 ans de Shield de Akhenaton. Donc, c'était une soirée un peu particulière. Ah, en plus. Et en plus, il nous faisait la traduction translingo, la traduction Google Trad de ce qu'il disait en français. Et c'était assez rigolo, quoi. Tu sais, ça avec son petit accent, il s'adapte un petit peu. Mais j'imagine que ça devait être quand il faisait des duos avec le Wu-Tang Clan, quand il expliquait ce que ça allait être son flow. Enfin bref, c'était un super concert et ça faisait très 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 longtemps que j'ai pas eu un concert satisfaisant au Japon, pays où j'ai dit tout est réglé. J'en profite pour embrasser tous les gars que j'ai rencontrés, soit des auditeurs de Gaijin Dash, soit de After Eight et Super Ciné Battle, car il faut le savoir, beaucoup d'expats nous écoutent. Ça fait un lien avec la France, même si évidemment toi tu n'es pas un lien très fort avec la France. Non, mais moi j'écoute des podcasts justement parce que ça me permet de garder un lien avec la France. Hein. Voilà, exactement. Donc on n'oublie pas cette lourde responsabilité de faire bien les choses et de faire plus de podcasts, n'est-ce pas, Grollcast? Et donc je vous embrasse très fort, que vous soyez en Japon, en Corée ou même à LA. Voilà. Et puis maintenant, retour sur le Tokyo Game Show avec Puyo. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. On est au Japon. C'est notre enregistrement annuel, peut-être le plus coûteux du RPU, faut dire.
Non, je ne vais pas dire ça. On est au Japon pour notre enregistrement annuel du After Eight spécial Tokyo Game Show. Et évidemment, j'ai à mes côtés mon invité, mais aussi mon pote, mon sauce, mon bro. Pouillot, t'as les yeux qui pétillent. Eh ouais. C'est parce que tu sais pourquoi t'as les yeux qui pétillent? Parce que c'est le dimanche matin et c'est celui où t'as déjà fini tout le taf. Ouais, ça veut dire qu'on a un peu mis le taf de côté. Ça y est, on va vraiment pouvoir profiter parce que. T'as ta petite journée, voilà. Ouais, c'est la journée un peu détente. Hein. C'est vrai que quand on arrive, voilà, tout de suite après, il faut enchaîner. Et c'est un plaisir, hein, bien sûr, mais les gens sous-estiment peut-être la quantité de travail qu'il faut abattre le soir et le fait que. Bah voilà, on profite, mais c'est quand même du travail. Est-ce que tu t'es endormi plusieurs fois comme ça, écroulé? Parce que moi, oui. Bah non, ça a été. Franchement, j'ai pour une fois le décalage horaire. Enfin non, le décalage horaire, ça va. Je suis relativement imperméable, Dieu merci, et j'étais plutôt en forme même. C'est assez étrange. Oui, t'avais la patate. Ouais. Ça t'explique pas. Parfois, tu arrives là dans ce pays. Pourtant, c'était un Tokyo Game Show assez particulier. Déjà parce que il a fait très mauvais temps. Et pourquoi je le souligne, c'est parce qu'en général, il fait très très beau en septembre encore. C'est vrai, on profite, on est en short. Et là, il a fait un temps dégueulasse. Et il pleuvait presque tous les jours. On a eu un enregistrement sous la pluie dehors. On vivait dans l'angoisse des enregistrements dehors. Ouais, enfin, on va pas se plaindre. Hein. C'était quand même, c'est sûr. quand même toujours aussi cool d'aller à Tokyo pendant une semaine pour voir des jeux vidéo, des nouveautés et pour les tester. Entre amis en plus. Entre amis en plus. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de ce Tokyo Game Show édition 2018? Et je suis très content de te poser la question parce que d'habitude, tu es le host de Gaijin Dash et tu donnes la parole à moi et à Greg. Et évidemment, parfois tu glisses un petit peu ton opinion. Un petit peu d'opinion, mais je la donne pas forcément. Voilà, je ne l'argumente pas spécialement. Disons que ton opinion en général est comme un couteau parfois qui arrive derrière la... C'est plus pour vous faire réagir que pour autre chose. Bah ouais, moi c'est facile hein, quand on fait Gaijin Dash, j'ai juste à mettre la pièce de 100 yens et vous regarder c'est vrai. Alors, viser pendant longtemps. Et du coup, je suis très content d'avoir inversé les rôles. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est Écoute, un peu ton podcast. J'étais un peu partagé, c'est-à-dire que il y a le côté émotionnel qui fait que c'était pas forcément un grand Tokyo Game Show par rapport à ce qu'on a pu essayer, les nouveautés qu'on a découvertes et on va dire l'originalité du salon, parce que voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui les jeux ont une portée tellement internationale, même au Japon, que la plupart des petits trésors qu'on trouvait avant, finalement ils vont sortir chez nous, ils ont déjà été présentés. Donc même Katamari maintenant c'est une institution en Occident. Ouais, alors que c'était typiquement japonais, on pensait pas avoir ça en Occident quand il est sorti sur PS2 à l'époque. Et puis avant les localisations mettaient beaucoup plus de temps, désormais c'est tellement intégré, quand on va chez les éditeurs, on croise beaucoup de gens liés au marketing international et même au service de localisation, parce que il faut faire en sorte que les jeux soient rentables le plus rapidement possible, et du coup ils sortent quasiment en même temps dans toutes les régions du monde. Et donc ce côté nouveauté était absent, et forcément quand tu viens sur un salon, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir dénicher, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir. Et quand j'y réfléchis plus globalement et sur une plus longue période, je constate quand même qu'il y a vraiment des gros titres qui sont vraiment très très alléchants. Ça va durer pendant 9 mois. On va quand même avoir croulé, un calendrier assez chargé, sous les hits, ouais, et les hits comme on disait dans la presse des années 90. Mais non, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gros jeux qui vont sortir. Alors peut-être qu'on les a déjà vus, mais pour le public japonais qui les découvrait pour la première fois, je comprends l'attrait. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi le nombre de gens qui sont venus en masse lors des jours publics. Et même pour nous, il y a quand même de belles perspectives, rien que dans l'optique des Gaijin Dash qu'on fait ensemble. On va pouvoir beaucoup de matos. Hein. On a beaucoup de matos pour les 9 prochains mois, donc ça fait rudement plaisir. Et du coup, tu l'as dit un peu, le fait qu'il y a un process maintenant, que les jeux sont intégrés dans une démarche presque mondiale et pas uniquement japonaise. Du coup, ça fait un peu que les jeux qui auraient dû être un peu des grosses perles, genre les perles du salon, finalement, le fait que Sekiro, presque personne ne le mentionne, alors qu'en fait, c'est le jeu que tout le monde attend. Ouais, mais il y avait Devil May Cry. Il y avait une époque où tu te déplaçais au Tokyo Game Show. Moi, mon premier, par exemple, c'était en 2006. C'était l'introduction de la PlayStation 3, tu vois, avec Devil May Cry 4 jouable, avec tous les gros titres. Gran Turismo, à l'époque, c'était même pas... C'était GT Concept, je crois, ou... non, c'était pas Gran Turismo Concept, mais c'était la version HD édition, tu sais, avec 3 courses, machin, à l'époque où ils pensaient encore vendre les voitures à titre individuel. Ça scandalisait tout le monde, et aujourd'hui, c'est devenu la norme, tu vois. Et
là, tu avais vraiment le sentiment de découvrir quelque chose, d'être un peu privilégié, parce que ça reste quand même ça. Aujourd'hui, quand la PlayStation 5 va être montrée, ce sera un événement mondial, streamé, en direct, avec tous les journalistes du monde qui vont se réunir sans doute à New York ou à une ville vraiment centrale qui convienne à tous les fuseaux horaires. Enfin, tu vois, ce sera très... Sans doute, on l'aura déjà vu avant le Tokyo Game Show, quoi. Complètement, voilà. Il y aura plus cette pertinence de l'événement qui va vraiment s'inscrire dans un calendrier purement japonais. Là, aujourd'hui, ben oui, toutes les montres sont synchronisées, comme disait Parker Lewis, autre référence aux années 90. Et du coup, oui, c'est ce qui sans doute va arriver, c'est que la PS5, elle sera annoncée dans un événement Sony à New York, et puis même les gros éditeurs, genre Square Enix, tu sens qu'ils gardent des événements pour les PSX, pour le 3, mais pas pour... je pense à Square Enix, mais tous. Faut bien voir aussi que le rôle de la presse, désormais, il se résume surtout, un petit peu comme en France, à commenter l'actualité et moins à la défricher. C'est-à-dire que avant, on avait cette chance de faire l'intermédiaire, le tampon entre les professionnels du secteur et les joueurs. Aujourd'hui, t'as Nintendo Direct, t'as les streams depuis les stands, t'as les vidéos YouTube qui sont mises aussitôt diffusées, tu vois. T'as les streamers qui sont en collab avec les éditeurs. Le trailer se finit, t'as un assistant qui appuie sur le bouton passer public, tu vois. Il y a plus cette espèce de tampon qui nous servait nous à apporter une valeur ajoutée. La valeur ajoutée aujourd'hui, ce qu'on peut apporter, pourquoi on se déplace, c'est pour faire parler un ressenti et un ressenti auquel certains lecteurs adhèrent. Mais la plupart des joueurs aujourd'hui, ils ont Twitch, ils ont YouTube, ils savent se faire une opinion eux-mêmes. Voilà, c'est juste le relais, il est un petit peu différent et c'est plus, on va dire, l'affect que tu portes à non pas l'expertise, mais on va dire la connaissance. Si tu te rapproches des goûts d'un interlocuteur, c'est ça qui va vraiment entrer en ligne de compte et c'est pour ça que les gens nous font confiance en fait. Et du coup, c'est un vrai plaidoyer pour le journalisme. C'est comme ça dimanche matin, je m'y attendais pas. Du coup, pour toi, le Tokyo Game Show 2018, s'il devait en rester quelque chose, ça serait quoi? T'as le droit de mentionner des jeux si tu veux. Je vais mentionner des jeux forcément parce que même des stands. La preuve, nous on y est allé tout de suite, on a foncé chez Square Enix. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait un jeu qui pour le coup était inédit et qui pour le coup parle beaucoup plus au marché japonais qu'occidental, c'est Dragon Quest Builders 2. On s'était dit qu'il y aurait la queue, il y avait personne. En plus, parce qu'il était dans le coin du salon. Faut dire qu'on a bien rushé aussi, on a appliqué la méthode Gaijin Dash et ça s'est bien passé. Donc, la méthode Gaijin Dash qui consiste à courir et dès qu'on te fait signe, tu fais balstack et tu continues. À repérer le stand que tu veux et à courir parce que les gens sont quand même suffisamment polis pour marcher dans les stands, ce que je ne comprends pas. Nous on applique la méthode Paris Games Week et ça marche bien d'ailleurs. Et puis donc Dragon Quest Builders 2 qui s'annonce assez cool pour ceux qui sont un petit peu perdus dans Minecraft. Ce qui est mon cas. Moi, j'ai besoin d'objectifs, tu sais. T'as besoin d'une liste de quêtes t'as une liste de succès, C'est un peu comme ça que fonctionne, quel que soit le truc. Il y a un objectif à atteindre et j'essaie de prendre tous les raccourcis pour y arriver, tu vois. Alors que si tu me laisses libre, tu vois, la boîte de Lego, tu me dis fais un château, je vais le faire. Ouais. Si tu me donnes rien, je vais tergiverser et puis ça va me désintéresser. Toi, t'étais un genre de mec qui faisait des Lego en suivant que la doc et jamais en faisant tes propres trucs? Alors si, je faisais mes propres trucs, mais il fallait quand même que je tende vers un but. Je sais pas comment. D'accord. Oh non, mais il fallait que tu fasses un vaisseau spatial. Voilà. Je disais, allez, je fais un vaisseau spatial et je le fais. Mais je me disais pas, je vais mettre une brique par-ci par-là et puis le truc va me venir. Bref. On s'écarte. Ça se tient. Et donc Dragon Quest Builders 2 applique ce schéma-là. En plus, désormais, il y aura du multi. Tu pourras te balader d'île en île, mais récupérer les gens qui sont que tu vas découvrir, que tu vas aider. Et tes constructions précédentes. Dans ta ville principale, entre guillemets. Donc ça s'annonce plutôt cool. Et je voulais voir aussi si Kingdom Hearts 3 avait du nouveau, parce que Kingdom Hearts 3, on va dire, c'est le troisième pilier de Square Enix. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y a Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, c'est la mélange entre Disney et l'univers Square Enix d'une manière générale. C'est le moins régulier, on va dire. Bah oui, parce que ça fait depuis 2005 qu'on attend le vrai épisode canonique 3e. Alors il y a eu plein de remasters et c'est comme ça que je me suis pris de passion un petit peu tardive, faut bien le dire, pour la série. Et en fait, c'était les mêmes démos, là aussi, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'était les mêmes démos qu'on avait déjà vues, soit en mai, soit en juin. Donc il y avait rien de nouveau, mais c'est toujours aussi impressionnant. Et puis ils ont quand même diffusé quelques trailers, donc ça valait quand même le coup de voir ça. Donc voilà, Square Enix c'était le premier objectif, et puis après j'avais la chance moi de pouvoir aller essayer les deux gros jeux Capcom qui sont là aussi, deux gros titres attendus. Donc c'est Resident Evil 2
le remake d'un jeu d'il y a 20 ans, mais toujours plus flippant, avec toujours une maîtrise des éclairages qui t'implique encore plus comment dans ça le jeu. se passe, vu que l'original c'était sur 2 CD, c'était 2 histoires séparées, comment ça se passe maintenant? Bah là, tu vas a priori vivre en alternance les différentes aventures qui vont donc se rejoindre. Ça a été vraiment repensé, quoi. Ouais, a priori, il y a plus cette espèce de zapping. d'histoire parallèle et si le zapping reste d'actualité, parce que Non, mais parce que tu faisais mais là, oui, le CD, quoi. Ouais, tu sois pas a priori, ça se passe pas dans un menu, quoi. D'accord. Tu vis les histoires en parallèle et je pense que il y aura peut-être 2 chronologies qui vont s'afficher et puis ça permettra de relier les points entre eux. Et est-ce que t'as envie de le refaire, du coup? Putain. J'ai pas envie de le refaire tel qu'il était à l'époque. Là, franchement, ce que j'ai joué, ça tient quand même debout. Après, je pense que j'ai peur qu'on surestime un petit peu l'impact après Resident Evil 7 qui, pour le coup, avait vraiment apporté vraiment quelque chose. Là, on se retrouve quand même dans un trip qui est beaucoup plus classique avec la vue à la 3e personne. On retourne à cette vue-là. Et finalement, est-ce que c'est si différent que ça d'un jeu comme Resident Evil Revelations 2, tu vois? Est-ce que c'est pas le but de Capcom, finalement, de faire plusieurs offres et de faire un set en vue à la première personne, ouais, et en même faire un remake, ensuite 3e personne, puis ensuite rebasculer sur une autre proposition. Là où Resident Evil 2 marque de toute façon des points, c'est dans le contexte, c'est-à-dire que c'est des lieux quand même emblématiques. Le commissariat, tu l'as déjà parcouru et c'est un lieu, c'est en termes de niveau qui fonctionne déjà en fait. C'est-à-dire que le commissariat qui cache quelque chose, c'est une proposition qui existe déjà. C'est pas comme Resident Evil Revelations 2 où tu te retrouves dans des espèces de grottes, de laboratoires un peu trop traditionnels. Là, t'as une espèce de descente dans les abysses qui fonctionne déjà. Donc, on va dire que en termes d'écriture, de structure, le jeu marche. Après, est-ce que le gameplay 3e personne classique bon, moi j'ai bien flippé. Classique, c'est-à-dire, est-ce que c'est un mouvement tank ou pas? Non, bien sûr que non. C'est maintenant, voilà. ça fait bien longtemps que ça a été abandonné. Parce que le mouvement en tank, c'est-à-dire tu bouges de gauche à droite et ensuite t'avances. Non, ça fait bien longtemps que c'est mis de côté et ça fonctionne très bien. C'est relativement souple. T'as toujours évidemment un angle de vue quand même assez resserré puisque c'est la peur du hors-champ, c'est ça la base du gameplay. Et non, ça fonctionne quand même très très bien, mais est-ce que c'est pas un jeu auquel j'ai déjà joué, contrairement à Resident Evil 7, qui en plus de la VR et de la vue à la première personne et du changement de contexte vraiment plus Devil's Reject, ce genre de choses, apportait quand même une autre pierre à l'édifice. Ah, tu parlais de la VR, tiens, ça peut être intéressant. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'essayer les différents projets, même si j'avais déjà vu par exemple un jeu chez Sony qui s'appelle Astrobot, qui montre que la VR, enfin moi je trouve que la VR est beaucoup plus intéressante quand quand c'est toi qui incarne la caméra. Et que tu déplaces ton personnage à l'écran. Je trouve que ça marche très bien. Il y avait un jeu comme ça qui est sorti cette année qui s'appelle Moss, où tu incarnes où là aussi tu diriges une petite souris vue à la 3e personne dans des labyrinthes. Et Astrobot, c'est un petit peu le même principe, même en plus plateforme et avec une esthétique vraiment travaillée, parce que c'est les petits robots de The Playroom pour ceux qui ont une PS4. Et je trouve que ça c'est pas Astro Boy, oui. Ouais, c'est vraiment super. Et en plus, c'est un game designer français qui est derrière, qui travaille au Japon, qui s'appelle Nicolas Doucet et qui est vraiment très talentueux. Après, j'ai pas pu essayer les autres projets, genre Space Channel 5, tu vois, le remake VR d'un vieux jeu Dreamcast emblématique avec, tu te souviens, oulala. Oulala. Il y avait même Michael Jackson qui faisait une apparition dans le 2e épisode. C'est vrai. Et ça, j'ai pas pu l'essayer. Il nous regarde de là au petit ange. Ouais, parce que tu fais avec le contrôleur, donc le PlayStation tu fais le Move. On donne les instructions, tu fais haut bas, et puis voilà, a priori ça marche bien. Greg qui était avec nous du voyage, j'ai trouvé ça mortel. Donc, est-ce qu'il l'achètera? Ça, c'est une autre histoire. Ah bah ça, est-ce que Greg achète quelque chose? Mais non, mais la VR c'est difficile à qualifier. Il y a eu une interview de Yoshida qui dit oui, pour beaucoup de gens 2016 c'était l'année 1 de la VR, mais c'est vrai que ça ne s'est pas vendu dans les proportions que on va dire les observateurs imaginaient. Ça existe, on va dire, la proposition est là. Est-ce que on est vraiment on est encore au balbutiement? Il y a plus de VR que de Vita au salon. Oui, la Vita a tiré sa révérence. Hein. Mais moi, j'ai eu la chance de faire l'expérience Zetai Zetsumetoshi, donc SOS Final Escape. Et pour faire de l'urbex, pour un monde détruit, pour un monde dans le chaos, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que techniquement, c'est complètement à la ramasse. Tu sais, c'est juste, c'est un écran PS2 et tu bouges la caméra, quoi. En fait, c'est ça. C'est vraiment dégueulasse, mais par contre, c'est touchant. C'est touchant la manière dont ils essayent de trouver quelque chose à faire avec ça. Après, tu peux pas, t'avances en appuyant un bouton et t'avances au ralenti et tu peux pas, et littéralement tu passes d'écran en écran en appuyant sur le bouton. C'est pas très intéressant.
Tu parlais d'aspect technique, je trouve qu'il y a quand même une belle homogénéité dans tous les projets. C'est quand même avant, t'avais des jeux qui étaient vraiment techniquement très présentés de phase un peu trop tôt et une maîtrise des outils qui n'était pas forcément égale d'un studio à l'autre. Là, quand même, tu sens que l'Unreal Engine 4 a fait vraiment du bien à tout le monde et que même les moteurs maison sont maîtrisés, à part chez Level 5. Level 5, donc pour ceux qui ne connaissent Qui pas, est vraiment moteur maison pour le coup. c'est l'éditeur des Layton, Professeur Layton, Inazuma Eleven, Yokai Watch. Donc ça, c'est des petits phénomènes de cours de récré pour ceux qui avaient un peu suivi, pour ceux qui ont des enfants peut-être. Et Level 5 présentait Yokai Watch 4 et Inazuma Eleven Ares no Tenbin sur Switch. Et Donc c'est un des jeu de projets foot qui sont, sur Switch. c'est des projets qui sont censés sortir très prochainement et qui sont tout cabossés. Et c'est des états de délabrement qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps sur un salon, et notamment au Tokyo Game Show. Et C'est dommage parce que c'est le retour de l'éditeur. Ça faisait 5-6 ans qu'ils 6 ans qu'ils étaient absents, et ils étaient de retour, et jusque-là c'était un peu les Golden Boy. Ils avaient fait fortune très très vite avec des phénomènes qui avaient tout explosé. Il y a 3 ans, on parlait que de ça. Hein. Si on avait enregistré After Eight, si le RPU avait été déjà présent il y a 3 ans, eh ben on aurait vraiment cité en exemple. Ça n'aurait été que ça. On aurait dit mais Yokai Watch est partout. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Yokai Watch? Bah, pas grand-chose. Tu vas aller à Character Street tout à l'heure, Ouais. et tu vas me dire, parce que la boutique Yokai Watch, normalement, il y a personne. Parce que c'est l'incapacité du studio à pérenniser ses succès, en fait. C'est-à-dire, et ça, je pense que c'est beaucoup lié à quelque chose dont on parle très souvent dans les autres podcasts satellites du RPU, notamment by Gaijin Dash, c'est que Level 5 a du mal à proposer des gameplays vraiment profonds. C'est-à-dire que quand tu joues à Pokémon, tu peux jouer à Pokémon en dilettante, mais si tu te plonges vraiment dans Il y a une vraie dans mécanique. les arcanes du jeu, t'as des mécaniques extrêmement complexes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours des tournois qui sont organisés, que ce soit sur le jeu de cartes, soit sur le jeu normal. Quand tu joues à Yokai Watch, les combats se font de manière automatique et tu n'as finalement assez peu d'emprise sur le résultat. C'est, tu fais défiler les monstres et ça, c'est un trait caractéristique de beaucoup de leurs productions. C'était le cas aussi pour Inazuma Eleven. Hein. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens ne restent pas sur ces jeux-là. C'est-à-dire que tu les parcours, au bout de la 10e heure, t'en as marre et tu arrêtes. Et ce qu'on appelle le syndrome level 5. Voilà. C'est qu'au bout d'un moment, au bout de 10 heures de jeu, tout d'un coup. Pourquoi les jeux restent et d'autres partent? Pourquoi les jeux Nintendo sont toujours cités en exemple alors que certains phénomènes sont déjà oubliés? C'est parce que, quelque part, au cœur du jeu, il y a un gameplay qui est vraiment propice à la profondeur. Est-ce que tu as... Et du coup, ils se font cloner. Est-ce que tu as joué à Ninjala? Non, malheureusement, il y avait beaucoup Greg de et moi. monde. Ouais, c'est toi qui as joué. Alors, Ninjala, c'est le premier clone officiel de Splatoon, mais genre éhontément, quoi. C'est vraiment le même système, une ambiance un peu similaire, une ambiance qui ressemble à Baymax, Big Hero 6, donc le film de... Les nouveaux héros, parce Ouais, qu'on les nouveaux héros. on le mesure difficilement, mais Splatoon au Japon, c'est colossal. Tu sais Comme que disait un ami commun, c'est le Overwatch japonais, c'est-à-dire que Ouais, c'est vrai. pour alors attends, faut pas que je me trompe dans le ratio, mais il y a un Splatoon vendu pour 2 Switch ici au Japon. Et alors, tu sais que, j'ai oublié de le dire dans le Gaijin Dash, mais j'ai rejoué à Splatoon cet été. Et je m'y suis replongé vraiment intensément. Et le jeu a été complètement... c'est dingue, parce que, en plus, sur Splatoon en particulier, ils ajoutent énormément de contenu au fur et à mesure de l'année. Et pour eux, c'est pas un jeu mort parce qu'il est sorti. Et du coup, ça a été presque une nouvelle expérience, quoi. C'était vraiment passionnant. Et j'adore Splatoon, en fait. C'est vraiment... c'est surpuissant d'avoir... avec très très peu il y a très peu de mécanique finalement, et pourtant c'est passionnant ce que tu peux faire avec. Voilà, encore, on les a beaucoup critiqués au lancement de Splatoon parce qu'il y avait très peu de contenu. On avait dit, mais qu'est-ce que c'est, ces jeux en morceaux, etc. En fait, ils avaient anticipé la tendance actuelle de l'industrie, c'est les jeux de service, même si c'était déjà acté à l'époque. C'est ce qu'ils ont fait avec Xenoblade. Ils l'ont vraiment forcément démocratisé avec un jeu qui en plus touchait un autre public que certains jeux de service, vraiment un peu plus jeunes quand même. Et c'est des jeux qui vivent sur plusieurs années, avec plusieurs saisons, avec plusieurs packs de contenu, souvent gratuits d'ailleurs, et ça permet de faire vivre ton jeu. C'est une autre méthode aussi, au lieu non seulement le gameplay est bon, mais en plus tu l'agrémentes systématiquement. Et ça change la donne. Et quand tu replonges dans le jeu, t'as énormément de choses à découvrir. C'est comme si t'avais une extension, finalement, qui existait par elle-même et que tu redécouvrais gratuitement. On peut pas parler de Tokyo Game Show sans parler d'un de ses piliers, à mon avis. C'est toujours, en général, le meilleur, c'est un des meilleurs stands en général. C'est Sega. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Sega cette année? Le problème, c'est que Sega s'était un petit peu tiré une balle dans le pied, en offrant
en proposant la démo gratuitement du jeu tout- majeur du salon. Tout le monde en a parlé du coup. Tout le monde en a parlé, mais du coup, Il y a eu du un côté preview sur Gamecult. du côté découverte, on était un petit peu Voilà. sur notre fin, parce que c'est Judge Eyes, donc ça s'inscrit dans l'univers de la série Yakuza, qui est vraiment aujourd'hui le maître étalon du savoir-faire de Sega en matière de jeux d'action-aventure. Donc Yakuza, évidemment, tu suis un petit peu, tu intègres directement la pègre. Là, tu vas, on va dire, évoluer de façon satellite, puisque tu incarnes un avocat qui a malheureusement dû démissionner parce que il avait jusque-là un ratio d'affaires résolues complètement dingue. Je crois que c'était 99%. Et puis là, tout d'un coup, il a fait innocenter un serial killer. Et voilà. Effectivement, et du coup, il est obligé de raccrocher. Mais il évolue quand même en détective. Et du coup, il va falloir. Je sais pas s'il a radié du barreau. Je crois qu'il est encore. Tu crois qu'il est encore Je crois qu'il est encore avocat. Je crois pas que c'est pas contredit dans la. D'accord. Mais en tout cas, je l'attends avec vraiment beaucoup d'impatience, alors que c'est bizarre, c'est le même jeu que Yakuza, quoi. C'est la même mécanique, c'est le même univers, c'est la même ville. Mais là, Et la pourtant, puissance, c'est qu'ils ont engagé une sommité de la pop culture ici. Donc, Takuya Kimura. À quelle star on pourrait comparer Takuya Kimura en France? Il y a rien de. C'est comme d'équivalent. si Philippe Nikolic, de paix à son âme, Philippe. ouais, était toujours parmi nous et qu'il avait cartonné au cinéma, par exemple. Il n'y a pas il y a pas de personne comparable en France. Attends que je Patrick Bruel, il y a 20 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme si Justin Timberlake était héros de jeu? C'est un peu ça. C'est Justin Timberlake qui s'était fait une vraie carrière dans l'acting. Et dans la télévision. Mais en Ouais. fait, il y a très peu de parallèles que tu peux faire par rapport à ce phénomène japonais qui veut qu'un chanteur de boys band devienne animateur télé, dans toutes les publicités, acteur de drama, enfin, Et chanteur solo au final. chanteur solo et du coup modélisé dans un jeu vidéo. C'est quand même typiquement, je dirais, asiatique comme démarche. Et du coup, c'est assez, c'est le jeu que j'attends le plus. Et sur le stand Sega, c'était celui qui était le plus mis en avant, fort logiquement. Il y a tous ces petits phénomènes périphériques et on peut pas ne pas mentionner tous ces remakes. Et on sent qu'il y a quand même une espèce de vague qui frappe, c'est-à-dire tous les jeux d'il y a 7 ans, entre 10 et 7 ans, tu vois, qui reviennent tous. Juste avant le salon, il y a eu Final 7, Final 9, Final 10, Final 10-2 et Final 12 qui ont été annoncés par Square. Bien sûr, Square Enix. Il y a eu Final Fantasy Crystal Chronicle, mais il y a eu aussi le formidable Catherine. Ouais. Et en fait, et Katamari Damacy. Enfin, il y a toute une vague de rehash, de trucs qui reviennent parce qu'ils profitent du fait qu'il y a la Switch ou parce Alors, il y a plusieurs explications. Il y a effectivement le succès de la Switch. Il y a le fait que pour certains de ces jeux, ils n'étaient pas forcément optimisés techniquement. Je pense à The Last Remnant Remastered qui, quand il est sorti sur 360, était dans un état proche de l'Ohio. Et surtout, il y a un oasis qui s'appelle Steam, que les développeurs japonais ont enfin découvert, chiffre de vente à l'appui. Et ils se sont dit, oh putain, oh putain. Oh putain, il y a de l'argent à faire. Et en plus, on court-circuite toutes les boutiques de jeux vidéo. Et on prend, on file les 30% à Valve, mais le reste, il y a très peu d'intermédiaires. Et la pub est assurée presque automatiquement. Et la pub est garantie. Et en plus, les joueurs PC, ils ont sans doute un peu plus la fibre acheteuse. Parce qu'ils achètent parfois, ils se font comme mon camarade Quix qui se fait des backlogs de jeux vidéo parfois qu'il ne joue pas. Et puis le phénomène des soldes de Steam, ça te permet de remettre en avant certains jeux. Alors bien sûr, parfois tu vas perdre de l'argent sur le prix de vente, mais le fait ça te les rend plus désirables. Donc si tu as loupé la période de solde, peut-être que tu vas craquer un peu plus tard, peut-être que tu vas attendre, tu vas en parler en tout cas, puisque de toute façon ça va démocratiser aussi l'accès à ton jeu. Et voilà, c'est vraiment une oasis, et je comprends que ils mettent tous le pied là-dedans parce que ça fait des rentrées d'argent. On parlait du phénomène d'internationalisation, mais le phénomène PCisation, ça joue aussi énormément dans la démocratisation du jeu vidéo japonais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs remarquables dans ce TGS où, je tiens à dire quand même, le food court, donc l'endroit où on mange d'habitude, était divisé par 2. Ouais. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un salon qui s'étale en taille alors qu'il y a moins à proposer en fait. Je pense que les éditeurs sont peut-être un peu plus focus sur leurs 2 ou 3 gros projets et que tout ce qui ne mérite pas forcément
je pense qu'il y a un ratio tarif de espace et mise en avant de ton projet. Je veux dire, si tu peux jouer à The Last Remnant Remastered là sur le salon chez Square Enix, qui va en parler, qui va faire des vidéos, qui va faire la queue pour ça? Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un panneau qui dit 270 minutes d'attente pour jouer à Kingdom Hearts 3 avec une queue qui sort carrément du salon que séparer un petit peu l'attente du public qui se répercuterait sur d'autres titres et qui donnerait moins l'impression qu'un phénomène est en train de naître. Tu vois, Kingdom Hearts 3, je pense que ça peut être le prochain million seller de la console comme Monster Hunter World le fut cette année. Et Dragon Quest. Et Dragon Quest, évidemment. Je me demandais justement, avec toutes cette perspective pour le salon, les éditeurs de jeux smartphone, ils ont peu à peu disparu. Et avant, ils se prenaient des stands de Maboule pour se prouver qu'ils étaient grands. Et maintenant, c'est comme s'ils étaient faits, ils avaient décampé, quoi. Bah déjà, je pense que quand tu croules sous la thune, tu te dis, on va montrer qu'on est présent et on va faire bisquer un petit peu tous les concurrents. Donc la première année, tu balances ton énorme bateau pour Grand Blue Fantasy ou ton espèce de stand clinique pour Gris. Et tu dis, regardez, les gars, c'est nous qui pesons et venez signer des contrats chez nous. On a plus d'hôtesses. Voilà. Mais je pense aussi que quand tu réfléchis en année 2, en année 3 et que tu as un peu moins de rentrée d'argent et surtout que ta communication, tu peux la faire de toute autre manière. Je veux dire, les jeux smartphones, tu as toujours des streams quasi hebdomadaires où on t'annonce la nouvelle update, on t'annonce les nouvelles cartes, la nouvelle collaboration avec une licence de prestige. T'en as rien à secouer en fait d'être au Tokyo Game Show, de balancer. Alors, on n'a pas les tarifs, on pourrait les demander, mais je pense que ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Ça n'a aucun sens en termes d'investissement rentabilité. Alors c'est triste de fonctionner comme ça parce que tu es en contact avec ton public, mais est-ce que ton public il en a rien... Enfin t'es obligé de la pâter avec des cartes rares ou des machins comme ça. Finalement ils vont juste faire le transfert pour ça. Mais le jeu existe déjà par lui-même et t'as pas besoin de le faire vivre ou de donner rendez-vous. C'est pas un jeu que tu vas vendre 50 € où t'as besoin vraiment de convaincre les gens. Et du coup, qu'est-ce qui a manqué pour toi dans ce Tokyo Game Show s'il y avait un truc qui manque? Moi, j'aurais bien aimé que From Software autofinance son propre stand. Ah ouais. Avec parce que From Software édite directement ses jeux au Japon. Donc les Dark Souls ont été édités avec un label From Software. C'est pas Bandai Namco par exemple. Et là, d'ailleurs, j'ai dit des bêtises parce que c'est Activision qui va éditer Sekiro à l'international. Mais au Japon, c'est From Software. Là, ils étaient présents avec quelques bornes sur le stand Sony. Mais j'aurais bien aimé qu'ils soient vraiment présents avec quelque chose de plus grand. Pour Sekiro Shadows Die Twice qui s'annonce quand même ma boule. J'aurais bien aimé y jouer en fait pour tout dire. Et malheureusement sur le stand Sony t'es obligé de passer par un système de tickets et les tickets s'envolent. Il faut courir tout de suite au ticket. Les tickets s'envolent des 10h à 10h15, c'est fini quoi. Donc malheureusement je peux plus essayer Sekiro. Moi j'ai pas trop envie d'essayer Sekiro parce qu'il y a déjà des dizaines d'heures de gameplay dispo en ligne et en fait j'ai envie de me ménager à la surprise en fait. Il y a ça aussi, il y a ce phénomène-là. C'est vrai que j'ai pas envie non plus de découvrir le jeu en large et en long en large, mais après c'est un jeu où tu vas progresser de façon tellement difficilement que bon, je pense que te spoiler un quart d'heure, ça va pas te spoiler le challenge qui t'attend, ni même les boss, ni quoi que ce soit. En plus, c'est toujours un peu la même démo. Donc c'est Sekiro que t'attends le plus l'année prochaine? Ouais, ça fait partie des... Il y a Kingdom Hearts, Sekiro, de toute façon, on va crouler sous les projets. Mais ouais, c'est vraiment... Pour moi, c'est le mois de décembre qui est chargé. Il y a Judge Eyes, il y a Builders. Ouais. Et puis après, il y a Catherine, que j'ai vraiment envie de refaire. 14 février, pour la Saint-Valentin. Enfin, Saint-Valentin, m'en parle pas. No comment. Non, mais c'est vrai que, là, j'ai pas le planning sous les yeux, mais je crois me souvenir que, janvier, février, mars, ça va être la folie furieuse. Sans parler évidemment de Nintendo évidemment qui était toujours absent mais beaucoup de Switch sur le stand quoi. Alors toujours absent mais on nous a fait remarquer que ils avaient un stand réservé sur une partie business pour histoire d'accueillir on va dire les partenaires et que c'était une manière aussi quand même d'être là. Alors nous on n'a rien vu mais ils étaient moins absents que d'habitude on va dire. Mais en plus il y a plus de consoles sur le salon en fait. Simplement parce Switch. Mais plus la Switch ayant pris la place de la Vita et elle devient de facto la console portable la plus et pas mal d'essais pas mal de stands tu pouvais choisir au début entre la version PS4 ou la version Switch par exemple Dragon Quest Builders 2 t'avais les deux pour Warriors Orochi 4 t'avais les deux pour Capcom Belt Action donc les jeux de baston Capcom t'avais aussi les deux. Ouais, non, il y a un vrai Switch et surtout, c'est la console qui est le vent en poupe. Alors, j'ai vu ce matin un article sur Gamecult sur les ventes pas maussades de la PS4, mais disons
sur le tassement. Bah, elle a démarré doucement. Elle a quand même réussi à vivre 5 bonnes années. Le truc, c'est que c'est une proposition qui a moins de sens dans un monde aussi chronophage et aussi où tu peux accéder aussi facilement au jeu qu'une Switch. La Switch, ça peut faire office de passe-temps dehors, tu reprends ta partie quand tu veux. Et le côté hybride auquel j'ai pas vu tant de Switch dans la rue que ça. C'est vrai. Genre, je pensais que les gens allaient beaucoup y jouer dans la rue. En fait, sans doute aussi parce que s'ils jouent à Splatoon, il leur faut le net. Tu vois, ce genre de... Et peut-être aussi que on en verra plus ce week-end. Puisque la semaine, aux horaires où on se déplace, généralement, c'est quand même les horaires où il y a peu d'enfants et où t'as moins le temps de jouer aussi. Donc, à voir là, aujourd'hui, dimanche. Puis lundi, demain, c'est férié aussi. Lundi, c'est férié, ouais. Je vais profiter de la journée. Écoute, Pouillot, je pense qu'on a fait le tour de ce Tokyo Game Show. Si tu devais lui donner une note. Une note Gamecult ? Ouais. On note dur à Gamecult. Hein. Ouais, et moi, tu sais que je vais noter plus dur que toi. Avec tout ce qu'on a dit, je dirais 5 sur 10. Ouais, moi aussi, je suis 5. Moyen. 5. Ouais. Peut-être 6. Allez, 6. Ou 5 labels. Parce qu'on met les labels aussi. Oui, maintenant on dit les labels. On dit pas Select, on dit labels. Ouais, 5 labels. Peut-être 5 labels parce qu'il y a des jeux qui seront, comme on dit, Day One. Et ils étaient là. Le problème, tu voulais voir Final 7 Remake. Oui, voilà. Tu peux toujours parler des absents et c'est vrai qu'ils sont jamais là. Tu peux dire pourquoi Death Stranding est pas jouable, pourquoi. Et on enregistre le jour où où ils sont sur scène pour parler de Death Stranding. Ouais, ou il y a peut-être Dragon Quest 11 Switch qui va popper. Non, il va pas popper. Il va juste être name droppé au détour d'une conversation. Ouais. Alors, ça en est où? Il va dire, peut-être on va en parler en décembre. C'est difficile, mais on tient bon. On tient le coup. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. De rien, c'est un plaisir. On continue dans le reste de notre programme avec Benjamin. Comme on dit. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander de bien ? Alors, j'ai 2 recommandations, et en fait, j'ai choisi d'en avoir 2 parce que c'est 2 trucs que je recommande, mais du bout des doigts. C'est-à-dire que Mandy est un film d'un gars qui s'appelle, alors je crois qu'il s'appelle Panos Cosmatos, quelque chose comme ça. Et c'est donc un film d'horreur avec Nicolas Cage. Et ça commence, on dirait on dirait un drame français super chiant, avec des plans super longs, avec des personnages vraiment pas intéressants qui se racontent de la merde. Et puis survient un événement absolument dramatique, et là t'as un virage vers l'horreur à partir de ce moment-là, en fait, c'est les montagnes russes, ça ne s'arrête plus. C'est le train se lance, et c'est complètement ahurissant. Et en fait, si je devais utiliser un mot pour décrire ce film, ce serait ma boule. C'est 30 minutes assez difficiles, et ensuite c'est 1h30 ininterrompue de n'importe quoi total, mais je dois avouer que c'est quand même c'est un objet filmique très très étrange, et donc je préfère recommander ça que The Predator largement, même si j'avoue je suis pas complètement convaincu par le truc, mais ça va au bout de sa démarche, je trouve, et dans le genre c'est vraiment très 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 bizarre, donc je ne peux que le recommander. Regardez-le, faites-vous votre opinion sur Mandy. Tu sais que je l'ai vu à Cannes cette année, et non, je l'ai pas vu à Cannes, justement, je l'ai manqué à Cannes, et je l'ai vu il y a 3 mois lorsqu'il était projeté au Forum des Images, et je serais peut-être, je sais pas si ce que t'as dit, on peut appeler ça de l'enthousiasme, parce que moi, ça m'a vraiment pas du tout enthousiasmé, en fait. Non, c'est pas de l'enthousiasme, c'est vraiment une sorte de fascination pour le truc, mais un peu morbide, parce qu'il y a des trucs ratés, il y a des trucs très bizarres. Ça faisait un petit peu film d'horreur de festival, en fait. C'est-à-dire un truc un peu formaté, c'est ce qu'on dit souvent parfois sur les réalisateurs qui font des trucs plutôt austères et qui tout d'un coup, ou pas austères, mais qui ont un style de festival, quoi, genre Cannes et tout ça, et qui s'encanaillent un petit peu à faire un film un peu d'horreur. Et c'est vrai qu'il y a des scènes de pure horreur, mais il y a aussi une scène où
pendant 2 minutes, Nicolas Cage va lose his shit, comme on dit. Et il va faire non-stop, il va être devant la caméra non-stop à faire n'importe quoi. Ah, mais il y a ce plan, il y a un plan sur Nicolas Cage qui est juste à la fin en fait. Le plan final sur le visage de Nicolas Cage est incroyable. Enfin, c'est Nicolas Cage en roue libre totale et je sais pas, moi j'ai trouvé quand même ça, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs quand même réjouissants, même si le film est vraiment très étrange. Donc c'est pour ça, je ne peux pas à 100% recommander Mandy, mais je ne peux que conseiller de le regarder pour se faire une idée, parce que c'est vraiment un truc vraiment complètement niqué de la tête en fait. Et quand il passera en France, je crois qu'il sortira en version je crois qu'il est en version pas DVD mais en direct to vidéo, ils vont le faire, je pense, parce qu'il est déjà sorti un peu partout d'ailleurs dans le monde sauf en France. Bah aux US, il est sorti en fait simultanément au cinéma et en vidéo. Voilà. Genre à Los Angeles, il y a une seule salle qui le diffuse et uniquement un jour de la semaine, ou alors non, une seule fois par jour. Et c'est à Santa Monica, tu vois, c'est genre un cinoche dans tout Los Angeles County qu'il passe. Moi du coup je l'ai regardé chez un pote qui l'a acheté sur iTunes. Et d'ailleurs la qualité de compression est dégueulasse, je tiens à le dire. Sur la fin il y a pas mal de passages dans l'obscurité avec l'image qui va de la lumière à l'obscurité en alternance, et du coup la compression MP4 vraiment est super visible. Et donc je vous déconseille la version iTunes, en tout cas je ne sais pas ce que donnent les autres versions. Mais donc bref, voilà, comme j'avais une demi-reco sur Mandy, bah j'ai une autre demi-reco sur un jeu que j'ai gaulé à 5$ sur Steam, que j'avais complètement raté à l'époque où il était sorti. Et je pense que la raison pour laquelle à l'époque il a bidé, c'est parce que beaucoup de gens l'ont raté quand il est sorti. Ça s'appelle Enslaved Odyssey to the West, et c'est un jeu de Ninja Theory, qui sont les gens qui avaient fait Heavenly Sword, et les gens qui récemment ont fait Hellblade. Et Enslaved Odyssey to the West, comme son sous-titre l'indique, eh bien c'est une relecture du Voyage vers l'Occident, qui est donc une histoire, c'est une légende très ancienne. C'est un des quatre grands classiques de la littérature asiatique. Voilà, et qui était une inspiration pour Dragon Ball, entre autres, mais donc dont on voit là une adaptation moderne, puisque ça se déroule dans un monde post-apo, avec un New York complètement ravagé, notamment, avec un personnage principal qui s'appelle Monkey, puisque donc le héros du Voyage vers l'Occident est un singe. C'est pour ça que Son Goku a une queue de singe. Et donc notre ami Monkey, il a une espèce de skateboard, mais qu'il appelle un cloud. Il a une étoffe qui remue derrière lui un peu comme une queue. Il est super agile. L'escalade dans Enslaved fait partie des trucs les plus réjouissants, parce qu'il bondit vraiment de truc en truc, de prise en prise. Et c'est assez sympathique de le voir gambader comme ça. Et puis il est accompagné donc à la base d'un personnage féminin qui s'appelle je crois Tripitaka, si je ne me trompe pas, on l'appelle Trip. Et pourquoi ça s'appelle Enslaved? Parce que à la base ces deux personnages s'enfuient d'un navire d'esclavagistes et le font s'écraser. Et d'ailleurs au passage je me demande s'il y avait d'autres esclaves sur le navire, ils les ont un peu condamnés à mort, mais bon bref. Ça le jeu n'insiste pas trop là-dessus par contre. Et en fait ce qui se passe, c'est que Trip installe sur le front de Monkey une espèce de tiare qui lui permet de le contrôler, et en fait si elle meurt, il meurt. Donc du coup il est un peu obligé de l'aider bon an mal an. Et elle, ce qu'elle veut, c'est retourner à son village, et sur le chemin du village on découvre un monde, donc voilà, un New York complètement dévasté, des très beaux décors. C'est pour ça que j'ai envie un peu de recommander le jeu. C'est vraiment artistiquement, c'est un jeu d'urbex, c'est un jeu d'urbex presque. Ouais, mais par contre c'est pas du tout un open world, ça faut que les gens le sachent. C'est quasiment du couloir, mais dans des environnements vraiment très jolis. En revanche, l'histoire est sympa, les environnements sont sympas, mais alors par contre les phases de baston c'est nul. Y a vraiment pas grand intérêt. Il y a des passages où pour battre des boss, en fait, il faut les étourdir et ensuite leur taper dessus pendant qu'ils bougent plus. Enfin, je veux dire, ça demande 0 skill, c'est d'un ennui profond. En plus, ils ont une barre de vie méga longue. Ça, c'est vraiment le truc qui est dommage. Et puis, j'y joue sur PC et la version PC est catastrophique. On aurait pu croire qu'il sortirait un patch histoire de corriger les défauts les plus flagrants, comme par exemple le fait que si tu changes tes options in-game, en fait, ça fait rien. Il faut aller éditer soi-même le fichier de configuration à la main avec Notepad, et ça c'est complètement inadmissible. Donc tu peux changer ta résolution, le jeu il s'en bat la race. Par contre tu peux tout changer ensuite dans le fichier de conf, vu que c'est un jeu Unreal Engine.
Unreal Engine Ouais. 3 si je ne m'abuse. Donc t'as plein de trucs que tu peux configurer pour rendre le jeu vachement plus beau, mais pas via le jeu. Et ça c'est proprement inadmissible. Et c'est quand même dommage parce que une fois qu'on a bien configuré le truc, bah ça tourne nickel en 1080p à 60 fps sur ma pauvre GeForce 970. Donc voilà, c'est après c'est un jeu de la génération PS3 et 3.6, hein, donc ça c'est pas super gourmand non plus. Mais donc bref, c'est pour ça que je ne peux pas vous le recommander à plein tarif, mais de toute façon je pense que de nos jours il est vraiment plus très cher. Comme je l'ai dit, moi je l'ai chopé à $5 pendant des soldes. Donc voilà, Enslaved Odyssey to the West, ça vaut le coup de le faire à petit prix, ne serait-ce que pour la beauté des environnements, et puis l'histoire est vraiment sympa. À toi Daniel. Bah écoute, ça m'a donné un petit peu envie Tu de... l'avais fait toi Enslaved ou pas du tout? Non, parce que justement il sortait en plein milieu, tu sais c'est le mois d'octobre, et le mois d'octobre en fait ça commence à devenir chargé pour l'actu japonaise, et cette année-là j'étais vraiment pris. Mais du coup je vais recommander pas un jeu vidéo pour chercher, je vais recommander un film que j'ai découvert dans l'avion, et donc c'est pour te dire à quel point c'est frais. C'est le film d'Inuyashiki. Alors Inuyashiki c'est l'adaptation d'un manga de Hiroya Oku. Ouais, ça sort en France si je ne m'abuse, Inuyashiki. Qui est l'auteur de Gantz. Ouais, c'est sorti en France. Ouais. Alors, c'est les éditions, c'est sorti aux éditions Kiun. Et je n'aime pas souvent les éditions Kiun, c'est parce que c'est des amis, voilà. Mais il y a un dessin animé aussi qui est disponible sur Amazon et Amazon Prime plus précisément. Et Inuyashiki, qu'est-ce que ça raconte ? Bah, c'est l'histoire d'un vieux gars qui s'approche de la soixantaine, proche de la retraite. Toute sa famille le déteste. Et le seul réconfort qu'il trouve, c'est un chien qui le recueille, un joli Shiba. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. Il faut avoir un chien. Je crois que c'est mon objectif dans la vie maintenant. Et en plus, il est malade. Et par un miracle, par un accident... il se retrouve entièrement cybernétisé parce que il y a des extraterrestres qui sont passés et ils reconstruisent son corps, et donc du coup il devient une espèce de cyborg avec des réacteurs au dos, ses bras se deviennent des guns et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une autre personne qui subit le même sort, qui est un gamin asocial à l'école, un vrai sociopathe, sauf que lui il utilise ses capacités pour tuer les gens. Alors que sympa, bon esprit. Alors que le monsieur Inuyashiki, lui, il est plutôt c'est plutôt un gentil, il va à l'hôpital pour essayer de soigner des gens et tout ça. Et du coup, il y a un vrai renversement du prisme traditionnel, c'est-à-dire que le joli gars taciturne, c'est pas lui le héros, lui ça devient un serial killer, et c'est le vieux monsieur qui est haï de tous et qui est un peu mis au banc de la société et de sa propre famille qui devient le héros. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est un film assez correct, parce qu'en général, on voit rarement des bonnes adaptations de manga. En général, elles sont un peu toutes foireuses. La seule qui me vient en tête comme ça, qui est pas si mal, 20th Century Boys. Non, Ah si, non. Ah non, elle est nulle. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Le premier film est très bien. Pas du tout d'accord. Ah non, tu as complètement tort. J'aurais dû inviter bien. Papa pour cet épisode. Je le savais bien que tu raconterais n'importe quoi. Je suis sûr que si Papa il voit 20th Century Boys demain, il dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Bah non, je suis sûr que non. Ah non, mais t'as déjà lu le manga ? Bien sûr, je les ai tous. Ah ouais, mais le manga est tellement au-dessus du film. Bah bien sûr, mais c'est pas pour ça que le film est une merde. Le film est correct. Ah non, correct, c'est même pas le mot que j'utiliserais. Bon, mais du coup, je pensais plutôt à Kenshin. Kenshin, l'adaptation en film live est plutôt correcte. Mais sinon, globalement, tous ces films-là, je pense à Bleach qui vient de sortir au Japon, mais il y a eu Full Metal Alchemist. En général, c'est toujours un petit peu la honte. Et c'est un truc qui tire pas l'industrie vers le haut, et pourtant ces adaptations se succèdent parce que évidemment il n'y a pas beaucoup d'idées. Mais donc du coup, Last Hero Inuyashiki était un vrai film plaisant. Je ne sais pas où il sort en film. J'imagine qu'il doit être sorti en DVD au Japon, donc il doit être touchable comme on dit. Et puis sinon, il y a la série télé sur laquelle je me suis mis donc du coup qui est disponible sur Amazon Prime, et le manga aux éditions Kiun. Voilà, c'est et puis j'aime bien en fait Gantz, c'est un manga que j'aimais plutôt en fait. Je sais pas si tu l'as lu à l'époque, mais j'adore le trait de Hiroya Oku. C'est un super mangaka. Et c'est cool de voir un truc un petit peu décalé, et qui propose une vraie vision de
du mépris social, parce que c'est vraiment un manga sur lequel il est question du mépris, pas juste des robots qui se tapent la gueule. Donc voilà, c'est ma reco. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. After Eight, c'est terminé. Benjamin, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien déjà dans le Growlcast avec donc papa. Et puis sur Twitter KWYXZ, dans Parle à mon Luc, dont il faudrait peut-être qu'un jour on l'enregistre cet épisode sur Angela, histoire de, tu vois, faut crever l'abcès à un moment, faut le faire quoi. Je sais bien que personne n'a envie de le faire, mais ouais ce week-end faudrait. Ouais. Ah, j'ai reçu des messages. Ah, alors tu sais quoi, j'ai reçu des messages qui me disaient, mais alors il arrive quand ce Parle à mon Luc et tout. Ils disent ça fait trop longtemps. Et il y a vraiment je crois qu'il y a un groupuscule de fans de RPU qui sont fans vraiment de Parle à mon Luc et pas des autres trucs. Et vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de Parle à mon Luc, ils le vivent mal. Donc, pour vous, on va essayer de le mettre en branle ce week-end. Oh bah, on avait dit qu'on essaierait de sortir plus vite. Là, ça fait quoi, 4 mois, ça va, on a juste 2 mois de retard. Bah, après, c'est la périodicité variable de Parle à mon Luc. Ah bah ça, c'est sûr. Parle à mon Luc, on s'est jamais engagé sur une périodicité. Papa se fout, il veut faire un Growlcast tous les mois. Je sais pas du tout comment on va tenir le rythme. Mais bref, on verra bien. Surtout que c'est lui qui les monte. Oui, bah ça, heureusement, parce que moi ça va. Ah, il découvre ce que c'est que le travail, là, ça y est. J'ai déjà donné, moi, mais oui. Ah oui, bah non, mais attends, il veut qu'on l'appelle monsieur le directeur, il peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Donc, on se retrouve au Growlcast, et puis, After Eight. Et puis, bien sûr, After Eight, voilà, after8.fr. Daniel. Et pour ma part, bah écoutez, vous pouvez me retrouver dans 2 heures au club de sport, puisque là il est 7h du matin, ouais je pense que je peux avoir la séance de 9h, voilà, vous pouvez me retrouver au sport. Sinon, Super Ciné Battle, After Eight, MDR qui est revenu, et d'ailleurs il faut que j'écrive le programme des prochains épisodes. Là les dernières comédies que j'ai vues c'était horrible, j'ai vraiment vécu un moment physiquement horrible, parce que j'ai enchaîné vraiment trop de grosses merdes et je pèse mes mots, c'est vraiment de la derbe, donc si vous voulez... Ah, j'ai hâte d'écouter ça du coup. Voilà, les dégains là c'est horrible, c'est vraiment, c'est pas du cinéma quoi. Est-ce que c'est pire que Bad Buzz? Ah, difficile là hein. Ouais, Bad Buzz c'est vraiment pas bien quoi. Bad Buzz disponible aussi sur quel service il est disponible? Il est disponible sur OCS si tu veux. Bah écoute, moi j'ai aucun moyen légal de le voir, donc j'avais chopé une version pirate, le fichier plante au bout de 14 minutes. Donc du coup ça m'a un peu sauvé la vie quoi. C'est après que l'handicapé crie au viol? Non, c'est au moment où il rentre dans le bus où il y a les trisomiques. Là, le fichier plante. Voilà. Ah bah voilà, c'est quand bah voilà, c'est juste à ce moment-là, je me suis dit tiens 15 minutes ça doit être précisément le moment où le film part en vrille. Et donc voilà, et aussi sur Gamecult où j'ai écrit quelques articles, et puis évidemment il y a Gaijin Dash où j'ai couvert le Tokyo Game Show où vous pouvez retrouver notre invité Pouyo. La phrase rituelle, c'est que vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr, sur iTunes et sur tous les autres applications de podcasts dédiées. Ouais, là, donc Apple Podcast, il faut dire ça maintenant. Ah oui, Apple Podcast. Et tu sais que j'ai mis longtemps, là. Et déjà, tu vois. D'ailleurs, t'as dit iTunes, c'est pour ça. Et pour moi, tu sais quelle heure il est. Mais oui, je sais, tu dois être fatigué, tu es décalé, c'est normal, je ne m'inquiète pas. Et en même temps, il faut que je tienne, parce que si tu t'endors avant, tu t'arriveras jamais à être recalé, c'est vraiment dur. Donc, à bientôt pour notre prochain épisode, on vous embrasse très fort, et on vous dit à bientôt ici ou dans Parle à mon Luc, c'est promis. On vous embrasse. Bisous. Ciao. Straight to the arms of someone else, and
After Eight est un titre un peu trompeur puisque à la fin on balance des recommandations et je te laisse l'occasion de balancer ta recommandation. Ça se trouve, ça sera en bonus à la fin de, à la fin de l'épisode. Vas-y. Ouais, malheureusement, j'ai moins de temps de regarder des séries télé. T'as eu 12 heures d'avion? Ouais, c'est vrai. T'as regardé quoi J'ai lancé Ready Player One. Je me suis arrêté après 45 minutes là quand C'est il vrai fait la course de moto. Ça m'a achevé. Tu sais que Ready Player, le groupe qui joue le générique du nouveau podcast du RBU qui s'appelle Grollcast s'appelle Canada's Back from Akira. C'est papa à la batterie et Max à la basse. C'est vrai que c'était terrible. Mais donc je suis pas allé au bout. Peut-être que dans l'avion du retour je le ferai, mais j'y crois pas des C'était pas masses. bien. Non, tu dis pas ça pour nous faire plaisir. Non, mais c'est vraiment. De toute façon, j'en peux plus de toutes ces séries qui surfent à fond sur qui te balancent des références à tous les coins de rue. En fait, je trouve que le méta est allé trop loin. Le méta n'a pas de sens. J'ai l'impression d'être un consommateur en fait. Ah d'accord. Voilà. Et mais non, je vais parler à nouveau jeux vidéo histoire d'être original. Non, mais voilà, si vous avez envie d'un vrai JRPG à l'ancienne, ne jouez pas à Octopath Traveler, mais privilégiez plutôt Dragon Quest 11, qui est vraiment qui fait le pont entre toutes les générations du RPG japonais traditionnel, voilà, qui est vraiment extraordinaire, surtout en version occidentale où ils ont réalisé toutes les améliorations qu'on attendait au moment de la sortie japonaise, puisqu'il y a eu un an de séparation entre les deux. D'ailleurs, ils n'ont pas fait de mise à jour sur la version japonaise. La version japonaise est toujours aussi lente, alors que la version européenne, ça trace, elle est extrêmement bien traduite et le jeu est extraordinaire. Alors il commence de façon un peu classique, mais il y a quand même les rebondissements qu'il faut. Même le post-game, alors on peut le critiquer sur certains aspects, mais c'est quasiment une quête en plus qui dure qui s'étale sur une quinzaine d'heures. C'est 20 heures. Hein, et puis c'est vraiment du pur plaisir, du pur JRPG à l'ancienne avec des intrigues qui fonctionnent, toujours très simples, toujours bien narrées, toujours des émotions simples mais vraies, des personnages qui, même s'ils sont un petit peu caricaturaux, ont toujours quand même une espèce de profondeur et une espèce de background qui va être enrichi au fil de l'aventure. Donc bon, tu vas voir dans un bouquin là, donc vraiment j'encourage les gens qui aiment les jeux de rôle japonais à essayer ce jeu-là, parce que je pense que c'est avec Persona 5 ce qui est sorti de mieux depuis ces 5 dernières années sur les consoles de salon, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Un RPG en vent en poupe. Et même les anciens, en fait, j'ai envie de me le refaire. Tu vois, juste on me dit FF10 sur Switch, je suis partant, quoi. Ouais. Bah merci Pouillot. Bah de rien Daniel, merci. Ciao. Alors, hop, je pense que ce serait... Hop, comment on fait déjà? On fait...